Bonsoir, ils dormaient profondément, certains d'entre eux avaient pris des somnifères. L'incendie les a surpris, 18 morts, c'étaient les patients d'une clinique psychiatrique à Bru, près de Rennes. Voilà l'information dramatique, la plus importante de la journée. Nous allons la développer dans un instant avec nos envoyés spéciaux et nous poserons les questions sur la sécurité dans ces établissements. Nous parlerons également de l'Olympique de Marseille, soupçonné d'avoir corrompu un joueur de Valenciennes, de Jacques Attali, contraint à la démission de son poste de président de la Banque européenne, de l'emprunt Balladur bouclé en un tour de main et de la guerre scolaire que Jack Lang ne souhaite pas et que son successeur François Bayrou ne achève définitivement. Merci Monsieur le ministre de l'Éducation, nous vous retrouverons dans un instant. Avant de vous entendre, rendons-nous à Bru, dans l'Ille-et-Vilaine, où une clinique psychiatrique a brûlé la nuit dernière. Je vous le disais, 18 personnes ont péri, 17 patients et une aide-soignante. 50 autres sont blessés, dont plusieurs grièvement. Éric Piolet et Gabriel Camilla nous racontent cette nuit de cauchemar. Il manquait un disparu. Toute la journée, les sauveteurs l'ont recherché autour de la clinique. On vient de le retrouver décédé dans les décombres. La 18e victime de cet incendie. Il est 1h du matin lorsque le feu se déclare. Des flammes puissantes qui embrasent rapidement les 2 étages du bâtiment principal. Les premiers sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux constatent un climat de panique. Nous avons été obligés de défoncer un portail avec le camion pour pénétrer le plus près possible des lieux. Tout était sous clé. Alors il y avait un mouvement de panique. Il est déjà trop tard pour 18 personnes intoxiquées par les fumées, dont une infirmière. Elle a lutté jusqu'au dernier moment pour sauver des malades. Tous ont été surpris dans leur sommeil. Les survivants s'affolent, il faut les rassurer et les évacuer vers un pavillon voisin et l'hôpital de Rennes. 80 sauveteurs sont présents sur les lieux. Nuit tragique, alors qu'hier, c'était la fête. C'est bouleversant, nous venions de quitter les malades, nous avions une fête pour la Saint-Jean. Tout s'était bien passé, vraiment c'était... J'étais restée à la clinique jusqu'à 10h30, j'avais vu notre infirmière, notre veilleuse, c'est la dernière personne à qui j'ai parlé avant de quitter la clinique. Dans la salle polyvalente de Bru, on a installé une chapelle ardente. Depuis ce midi, les familles et la population viennent se recueillir devant les cercueils. Pourquoi le feu s'est-il propagé aussi rapidement? Pourquoi l'établissement psychiatrique était-il fermé? Les règles de sécurité étaient-elles respectées? Question inévitable. Après un tel drame, question posée par Éric Lemasson et Jérôme Cortiquian. Entre les mains du procureur de la République de Rennes, les plans de la clinique Saint-François d'Assise. Première constatation, c'est vraisemblablement au premier étage, dans une chambre d'isolement, que l'incendie s'est déclaré. L'incendie a probablement pris naissance dans une salle d'isolement, appelée 22 sur les plans que vous avez. Et enfin, les recherches policières sont en cours, dont on ne peut évidemment pas encore donner les conclusions pour rechercher s'il y a eu ou non violation des règles de sécurité. Une malade présente dans cette chambre d'isolement aurait-elle volontairement ou non provoqué l'incendie? Elle a eu la vie sauve, elle sera interrogée dès que possible. Mais ce n'est pas la seule question à laquelle l'information judiciaire ouverte cet après-midi devra répondre. Pourquoi les 3 personnes de garde n'ont-elles prévenu les secours que tardivement? Pourquoi le feu s'est-il propagé si vite? D'après les premiers éléments, les bâtiments ne possédaient pas de détecteur de fumée, ni de porte coupe-feu. La petite clinique psychiatrique de Bru, comme tout autre bâtiment ouvert au public, doit théoriquement être inspectée par une commission départementale de sécurité tous les 3 ans. Par manque de moyens, la dernière visite ici remonte à 1984. Il faut le regretter, mais si l'on voulait appliquer les règles de sécurité modernes, enfin, d'aujourd'hui, à l'ensemble des établissements ouverts au public, je crains fort qu'on enfermerait 90 à 95%. La clinique Saint-François d'Assise, rachetée il y a 18 mois par une filiale de la Générale des Eaux, avait entrepris des travaux d'agrandissement et de réhabilitation. Malheureusement, ils venaient tout juste de débuter. Les enquêteurs restent donc prudents. L'hypothèse de l'incendie criminel n'est pas écartée ce soir. Hier, Christophe Robert, l'attaquant du club de football de Valenciennes, était placé en garde à vue. Il aurait reçu une somme de 250 000 francs de la part de Marseille. Ce soir, un joueur de l'OM cette fois, Jean-Jacques Edli, a été à son tour placé en garde à vue après s'être présenté spontanément au palais de justice de Valenciennes. Reportage dans le nord de Benoît Gadret et Gilles Balbastre.
Le joueur valenciennois Christophe Robert, sous le coup d'un mandat d'amener, est donc toujours ce soir à Périgueux. Il ne sera transféré que demain au tribunal de Valenciennes afin d'être mis en examen. Car le parquet l'a confirmé ce soir, dans cette affaire, il y a bien eu corruption. Effectivement, il a reconnu avoir reçu de l'argent pour lever le pied dans le match OM-USVA. Sur les indications de Christophe Robert, ces 250 000 francs, qui seraient le prix de la corruption, ont été retrouvés. C'était une somme en liquide, en petites coupures. Il faut bien sûr se préoccuper de qui les a corrompus, donc on va s'attaquer maintenant aux corrupteurs, et je crois que le juge est tout à fait décidé à ouvrir ce second tiroir. Il est bien clair que c'est vers Marseille que nos regards vont se tourner. À Marseille, où Bernard Tapie ne voit semble-t-il pas d'un bon œil cette instruction à distance, à tel point qu'il a rendu visite mercredi au procureur. Est-ce qu'on peut parler de pression? Non. Les pressions, ça n'existe pas. Ce sont les conseils que l'on suit qui constituent les pressions. À Valenciennes, on attendait donc Christophe Robert, mais c'est Jean-Jacques Edéli qui est arrivé. Le joueur marseillais s'est présenté spontanément au tribunal sans être convoqué. Edéli est désigné par le corrompu comme l'intermédiaire. Est-ce que vous avez eu un contact avec Christophe Robert? Non, non, absolument pas. Vous n'avez pas versé l'argent? Ah non, bah, si je viens ici, c'est bien pour dire la vérité, ces choses-là. Edéli voulait être entendu, son vœu est largement exaucé puisque le juge l'a placé ce soir en garde à vue. L'instruction a donc mené tambour battant et la vague judiciaire devrait bientôt déferler sur Marseille. Cette affaire provoque une véritable tempête dans le monde du football. Les responsables de la fédération menacent de sortir un carton très rouge. Valenciennes, aujourd'hui en seconde division, veut être repêchée et Marseille joue serré en défense. Laurent Frédéric Bollet. A priori, c'était un conseil fédéral du football comme les autres. Mais cet après-midi à Montpellier, les instances dirigeantes du football français ne pensaient qu'à ça, l'affaire Valenciennes-OM bien sûr. La crise est suffisamment grave pour que la Ligue ait décidé de se porter partie civile. Ainsi, l'accès au dossier sera complet pour, dit-on, faire toute la lumière sur cette trouble histoire. Je crois qu'on veut un championnat d'une grande rigueur financière, et ça nous avons commencé à gagner. Et puis nous voulons un championnat d'une grande rigueur morale, ça ne se fait pas aussi rapidement. Ce n'est pas seulement une sanction qui fera que notre championnat se portera mieux. Je crois que c'est une prise de conscience des uns et des autres. C'est tellement négatif que ça peut prendre quelques jours, quelques mois, c'est pas trop grave. Si on conclut à la corruption dans le championnat de France, qu'allez-vous décider? Quels sont les articles prévus pour les sanctions dans ces cas-là? Écoutez, nous verrons en temps utile. Pour le moment, l'affaire est dans les mains de la justice. La Ligue nationale a pris une position de s'adresser à la justice. La fédération est tout à fait en harmonie avec la Ligue nationale. Il faut maintenant attendre que la justice aille jusqu'au bout. C'est dans son article 140 bis que la Ligue nationale énonce 13 pénalités possibles pour toute infraction à l'encontre de joueurs ou de clubs. Mais à Marseille, on se veut toujours étranger à cette tentative de corruption. Ça, je peux vous dire qu'aucun dirigeant du club n'est au courant, aucun dirigeant du club ne croit à de telles pratiques, mais que s'il s'avérait que quelqu'un a fait une erreur, eh bien les dirigeants du club sauraient prendre la responsabilité à l'égard de cette personne. Marseille qui se réserve donc une porte de sortie en cas de culpabilité, le sort de Jean-Pierre Bernès, numéro 2 de l'OM, semble fragile. À Valenciennes, on exige réparation même si on hésite sur sa nature. Écoutez, moi je n'ai pas demandé la descente de Marseille en deuxième division. Je dis simplement, si effectivement les faits sont réels, l'USVA a été lésé. Donc je demanderai réparation pour l'USVA. Je n'ai pas qualité pour demander des sanctions contre l'OM. Ce n'est pas mon problème, ce sera le problème de la Ligue qui se déterminera en son âme et conscience. Au-delà de ces réactions, raison est donnée à Jacques Glassman, le joueur de Valenciennes. Ses révélations étaient fondées. Bernard Tapie pour l'instant se tait, mais nul doute que l'affaire, elle aussi, va continuer. Il a toujours brillé par ses analyses économiques. Il tombe aujourd'hui pour mauvaise gestion. Jacques Attali, le président de la prestigieuse Banque européenne pour la reconstruction et le développement, a annoncé sa démission. Christian Marimoneux nous appelle de Londres. Le mandat de Jacques Attali se terminait en 1995. À la dernière Assemblée générale, malgré les critiques, il restait confiant. Et concernant votre démission, Mais aujourd'hui, il a été contraint de démissionner. La pression devenait trop forte. Au siège de la Banque européenne de développement et de reconstruction des pays de l'Est, certains se refusent de commenter cette décision, d'autres se réjouissent. On est obligé de redécorer. Il était temps. Il suffit de voir le luxe pour se demander ce qu'on a fait de l'argent de la communauté. Depuis plusieurs mois, la presse britannique critiquait la gestion pour le moins hasardeuse. Ce matin, le Financial Times assurait qu'il s'était fait rembourser 2 fois des billets d'avion pour Tokyo. Cela ajoutait aux dépenses somptuaires d'installation du siège de la banque et du manque d'investissement pour les pays de l'Est, ce qui était pourtant la mission prioritaire de la banque.
Pour ce journaliste, pas question de colporter des rumeurs. C'est un homme qui attire les passions. Les gens l'aiment ou le détestent. Personne n'est indifférent à Jacques Attali, et de ce fait, il se fait quelques solides ennemis à la City. Scandale à la banque. Son président démissionne. La presse du soir à Londres se félicite du départ de Jacques Attali. La jeunesse de la Bird n'explique pas tout. Trop d'erreurs tactiques ont été commises. Jacques Attali les reconnaît en déposant les armes aujourd'hui. Jacques Attali a effectivement reconnu certaines erreurs commises, mais il avait sous-estimé la mentalité des Anglais, qui n'aiment pas la confusion des genres. Difficile là-bas d'être à la fois banquier et écrivain, et qui n'appréciait peut-être pas non plus la nomination d'un Français à la tête de cet organisme international, Jean-Pierre Métivet. Un Français dans la finance anglo-saxonne, dans un monde où il est mal vu d'être à la fois banquier et écrivain, socialiste de surcroît. Jacques Attali s'est fait souvent rappeler à l'ordre. Ici, on fait de la banque, un point c'est tout, lui disait son conseil d'administration. Sous-entendu, vous êtes trop philosophe, trop politique, trop personnel. Pour finir, on lui a reproché de jouer avec l'argent des contribuables, crime suprême dans les pays anglo-saxons. Mais surtout, il y a la banque elle-même, la Baird, chargée de financer l'ancien bloc communiste vers l'économie de marché. Elle est critiquée dès sa création en 91, par les Américains, à qui elle échappe, par certains Européens qui trouvent qu'elle fait double emploi avec la Banque mondiale. Et l'hostilité ne désarme pas. La Baird a prêté 800 millions de dollars à l'Est l'an dernier. Les mauvaises langues font remarquer qu'une institution sœur, la BEI, a prêté 2 fois plus avec 2 fois moins de personnel. Mais Jacques Attali voulait de grands projets qui intègrent l'Est et l'Ouest, dans des pays où il est parfois difficile de trouver des interlocuteurs. Pour que la banque soit créée, Paris avait accepté que le siège se trouve à Londres. Aujourd'hui, Jacques Attali a raté son examen de banquier. La France a peut-être perdu sur les 2 tableaux, l'emplacement de la Baird et la présidence française. Édouard Balladur avait décidé d'emprunter aux Français 40 milliards de francs. Il est ce soir satisfait. Les Français ont prêté. Le Premier ministre pourrait du coup demander davantage. Sophie Jouve et Éric Monnier ont filmé l'engouement. On le savait, ça se confirme, l'emprunt Balladur plaît. Ce matin, dans cette prestigieuse agence des Champs-Élysées, les motivations étaient civiques ou économiques. Je pense que c'est un élément favorable pour aider le redressement de la France. Compte tenu de la baisse du rapport des SICAV monétaires, il risque de devenir intéressant. Pour beaucoup, nul besoin même de se déplacer. Les banques ont déjà prévendu les titres ces dernières semaines. Les conditions n'étaient pas connues d'une manière officielle, mais les rumeurs circulaient bien et nous connaissons bien ce métier et donc ça nous permettait de prévendre ce produit. Elles vous renseignent, elles vous le vendent. L'emprunt rapportera aussi aux banques. 92,93, bonjour. Ça crépite au standard mis en place par le ministère de l'économie. Depuis hier, environ 3500 appels. Les Français se ruent tout spécialement sur leur téléphone après un spot radio ou télé sur l'emprunt Balladur. Questions techniques en tout genre et surtout questions fiscales. On ne peut pas toujours répondre parce que chacun nous expose son cas personnel et là c'est quelquefois difficile. On a besoin de personnes beaucoup plus compétentes que nous. Nos téléopérateurs, il y avait de temps en temps qui citaient des noms de ministres ou qui avaient l'impression d'être effectivement en contact avec des gens qui les testaient. Ce soir, les 30 téléconseillers seront encore là à minuit. Bien obligé, le spot sur l'emprunt passe sur France 2. Édouard Balladur s'est félicité ce soir au micro de France Info de l'intérêt des Français pour cet emprunt, mais veut rester, comme à son habitude, prudent. Ne chantons pas victoire, ni trop vite, ni trop tôt, dit-il. Les principales banques françaises annoncent ce soir une baisse de leur taux de base bancaire. Il passera le 1er juillet de 8,60 à 8,40. La BNP a ouvert la voie, suivie aussitôt par le Crédit du Nord, le Crédit Lyonnais et la Société Générale. On nous annonçait un débat fracassant à l'Assemblée nationale sur le financement des écoles privées que le gouvernement veut accroître. Le débat sera peut-être fracassant, mais il réunira peu de monde et il aura lieu plus tard que prévu. Avant d'entendre notre invité, le ministre de l'Éducation, François Bayrou, rejoignons Bruno Roger-Petit et Raymond Chaplard au Palais Bourbon. Philippe Séguin a beau chercher, il ne trouvera pas beaucoup de députés venus débattre de la loi Fallou. Du reste, les absents n'ont pas eu tort. La réforme promise n'est toujours pas discutée en séance. Blocage en commission, texte insuffisamment préparé, obstruction de l'opposition sur des projets non encore adoptés, bref, ça patine. Cafouillage qui n'empêche pas pourtant les défenseurs de la réforme de se féliciter par avance d'accroître le financement des écoles privées avec de l'argent public. Il y a urgence, je crois, à permettre aux collectivités locales, territoriales, de s'administrer librement et de pouvoir participer aux investissements de ces établissements.
Et dans les couloirs déserts du Palais Bourbon, l'opposition clame son indignation face à une procédure qu'elle juge bâclée, inutile et sournoise. Je ne fais pas un débat idéologique qui existe, mais sur ces trois terrains pratiques, je dis que véritablement, il y a là un abus manifeste, une espèce de revanche, et ce n'est pas la première fois que la droite amène subrepticement des textes sur l'école. Résultat, agitation à la mesure de l'événement et cogitation. Le débat autour de la loi Fallout n'a pas commencé, il commencera plus tard, et même plus tard, s'il le faut. Alors François Bayrou, la guerre ou la paix? La paix, bien sûr. C'est très simple. En 1850, il y a donc aujourd'hui 150 ans bientôt, on a pris une disposition qui interdisait aux communes ou aux départements d'aider les écoles privées. Mais depuis 150 ans, il y a beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts. Alors, au début de la Ve République, avec Michel Debré, on a permis que l'État prenne en charge les maîtres. Puis on a permis qu'ils prennent en charge une partie des fonctionnements. Puis aujourd'hui, il faut naturellement faire en sorte que les enfants des écoles privées soient traités exactement comme les autres. Alors, c'est extrêmement simple. Un département, une commune, a le droit de tout faire en France. Elle peut sponsoriser un concert de rock. Elle peut assumer le risque d'un circuit automobile. La seule chose qui lui soit interdite, c'est de refaire le toit d'une école maternelle. Ou d'une école primaire. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? On est vraiment loin de la modernité. Alors, on essaie de faire une petite guerre autour de tout ça. Ça ne durera pas. Comme vous avez vu, la guerre, elle est au cœur du Parti socialiste, puisque M. Emmanueli attaque M. Lang en disant que M. Lang souhaite nous aider dans cette affaire. Bon, c'est pas très important. Alors, si votre proposition est adoptée par la majorité des députés, la commune pourra aider davantage l'école privée, plus de 10% d'investissement. Avec quel argent? Parce que ce que disent les opposants, c'est que vous allez prendre, enfin que la commune va prendre au public pour le donner au privé. Oui, c'est une des choses qui me gêne le plus comme affirmation. Les parents des enfants qui sont scolarisés dans l'école privée, ils paient leurs impôts comme les autres. Ils sont des citoyens comme les autres. Ça fait des années que leurs impôts servent à construire l'école publique. Et donc, il faut maintenant aussi que l'impôt puisse se servir à leurs enfants. Ça paraît de bon sens. Mais il y aura une disposition essentielle à laquelle je me suis engagé. On ne pourra pas faire plus pour l'école privée que pour l'école publique. C'est-à-dire, s'il y a 20%, s'il y a 20% des enfants d'une commune ou d'un département qui est scolarisé à l'école privée, eh bien, l'effort d'investissement sera limité à 20% des dépenses. Donc, vous voyez, pas un franc qui soit pris aux uns pour donner aux autres, simplement la juste considération, le traitement normal et juste qui doit revenir à tous les enfants, parce que tous les enfants sont égaux devant l'école. Vous savez ce que disent certains présidents de conseils régionaux ou généraux, même vos amis politiques, mais où trouver cet argent? Vous nous demandez de faire plus pour l'école privée alors que c'est la crise économique. On leur donne la liberté de faire. S'ils souhaitent ne pas faire, s'ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas, ils le diront. Mais au moins les choses seront d'une transparence très grande. Il faut que les élus assument leurs responsabilités. Personne n'oblige les élus à investir pour l'école publique plus que ce qu'ils peuvent faire. Donc ils n'investiront pas plus pour l'école privée que ce qu'ils peuvent faire. Est-ce que vous allez demander des contreparties? Simplement, il faut que vous sachiez, les écoles privées, primaires en particulier, sont en France dans un état, mais comme c'était dans l'école publique en 1950, comme il y a 40 ans. Et quelquefois, ce sont les conditions de sécurité elles-mêmes qui sont en cause. Est-ce que vous allez demander des contreparties à l'école privée? Bien sûr. Est-ce que vous leur demandez par exemple d'accueillir des enfants difficiles ou de zones difficiles? Mais c'est déjà le cas. Et c'est déjà la loi. Vous n'allez pas tout de même, Paul Amar, propager cette idée complètement stupide et complètement fausse, selon laquelle il n'y aurait que des privilégiés qui seraient à l'école privée. Aujourd'hui, l'école privée accueille des enfants de gens qui ont des difficultés, des enfants de gens au chômage, exactement comme l'autre école. C'est d'ailleurs la loi. Et c'est normal qu'il en soit ainsi. Sans discrimination, dit la loi, de conviction, de religion, d'idées ou de situation. Et la loi a raison de le faire. Il est normal et légitime qu'en échange d'une aide venue du contribuable, les écoles privées aient des charges et des responsabilités de service public. C'est normal et légitime et la loi l'imposera. La dernière question s'adresse brièvement aux dirigeants de l'UDF, les déclarations de Philippe Séguin sur la situation économique, puis la querelle sur les contrôles d'identité.
Vous êtes bien dans ce gouvernement? Vous trouvez la cohérence? Je suis très bien dans ce gouvernement, j'en trouve la cohérence, et je dis simplement qu'il faut relativiser les petits incidents, regrettables, mais les petits incidents qui, ici ou là, font croire qu'il n'y a pas une volonté commune d'avancer. Merci François Bayrou. Les Marocains prennent goût à la démocratie. Ils ont élu leurs députés aujourd'hui. Le résultat ne sera connu que ce soir tard. Dans quel état d'esprit ont-ils voté? Reportage à la sortie des urnes de Françoise Joly et Michel Levasseur. Tout est là, même si cela se passe dans un garage de Dakar, dans la banlieue de Rabat. Le bureau de vote est équipé d'isoloirs. Sa Majesté le roi Hassan II a appelé à des élections saines, transparentes et honnêtes. Les électeurs doivent être munis de leur carte d'identité, mais on ne leur demande pas systématiquement. Et puis il y a les premières irrégularités. Il y a des candidats qui promettent aux électeurs, au cas où ils leur remettraient les bulletins de leurs adversaires, ils leur donneraient en contrepartie 100 à 200 dirhams par bulletin. Les différents partis d'opposition ont placé des observateurs dans chaque bureau de vote, mais il leur sera bien difficile de contrôler tous les abus. Et puis il y a, redouté, la pression de l'administration. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait effectivement un changement. Mais depuis, disons, 48 heures, nous assistons à une intervention directe de l'administration qui ne semble pas vouloir suivre le mouvement. Test de la crédibilité de ce scrutin, la participation de la population à cette échéance électorale. Une population souvent indifférente. Moi, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas ces élections. Ça sert à quoi? Voter pour un député ne changera rien à ma situation. C'est tout simplement pour une démocratie de la façade. Pour dire à l'extérieur qu'il y a déjà une nouvelle ère au Maroc, qu'il y a quelque chose de nouveau. C'était aussi jour de prière. Bon nombre d'islamistes, eux, avaient appelé au boycott du scrutin. Les New-Yorkais respirent, ils ont échappé à plusieurs attentats terribles. Les policiers ont arrêté 8 intégristes musulmans qui voulaient assassiner le secrétaire général de l'ONU, qui voulaient faire sauter le bâtiment des Nations Unies, le siège du FBI et 2 principaux tunnels routiers. Le récit de notre correspondant à New York, Bruno Albin. Des cibles dignes d'un plan d'action terroriste à grande échelle. Voitures piégées dans 2 tunnels routiers empruntés chaque jour par des dizaines de milliers de personnes sous le fleuve Hudson entre Manhattan et le New Jersey. Attaque contre l'immeuble des services fédéraux dans le quartier des affaires de New York. Ce bâtiment abrite également le FBI. Le siège de l'ONU, nom de code pour les terroristes, la Grande Maison. Ils y préparaient un autre attentat à la voiture piégée. Les enquêteurs ont la conviction qu'ils y bénéficiaient de complicité. Enfin, 4 personnalités auraient été l'objet d'attentats. Le secrétaire général de l'ONU, l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali, le président égyptien Hosni Moubarak, le sénateur américain Alphonse D'Amato et un parlementaire juif de New York. Les auteurs du complot, 5 Soudanais résidant aux États-Unis, parmi eux Sidi Ibrahim Sidi Ghali, que le FBI tient pour le chef du groupe, 2 citoyens américains, un Palestinien de Jordanie. 3 d'entre eux au moins priaient régulièrement à la mosquée de Cheikh Omar Abdelrahman, le chef d'un groupe fondamentaliste musulman égyptien, chez qui priaient aussi plusieurs des inculpés de l'attentat du World Trade Center. Hier à l'aube, lors de l'intervention du FBI, les bombes étaient en cours de fabrication dans un faubourg de New York. Elles utilisaient les mêmes composants que celles de février dernier. Sidi Ali, le chef du groupe, aurait reconnu avoir participé aux préparatifs de cette action qui avait fait 6 morts et plusieurs milliers de blessés. Le chef religieux égyptien, dont le nom revient ici dans toutes les affaires de terrorisme, n'a pas été arrêté. Ses relations avec le régime soudanais, suspecté de soutenir le terrorisme international, sont pourtant établies, mais le FBI ne dispose d'aucune preuve contre lui dans cette affaire. Le procès de l'affaire Péchinet tourne à l'aigre. Le procureur de la République avait fait mercredi un réquisitoire sévère contre les hommes accusés de délit d'initié. Leurs avocats répliquent sur le même ton et reprochent au magistrat d'être sorti de son rôle. Dominique Verdeillan, Didier Dahan. L'affaire devait lui rapporter gros, elle risque de lui coûter cher. Sa commission en tant que négociateur était de 60 millions de francs. Le parquet aujourd'hui lui réclame 80 millions en guise d'amende. Rien ne lui a été épargné, constate son avocat, et la défense dénonce l'environnement sulfureux de ce dossier. Procès médiatique d'abord. Traboulsi est arrivé devant vous, moralement condamné. Procès politique ensuite. Ah, que j'eusse aimé que ce réquisitoire soit prononcé sous un gouvernement socialiste, lance Maître Loirette à l'intention du procureur Marin. Procès du libanisme enfin. Être riche, libanais et intermédiaire ne sont pas des présomptions de culpabilité jusqu'à présent, renchérit l'avocat.
Maître Grégoire Triet s'en prend aussi au procureur. Vous nous aviez promis un procès équitable, vous n'y avez pourtant pas contribué. Dans ce dossier, tout le monde doute, sauf vous. Vous raisonnez pourtant par supposition. Et la défense de faire à son tour le procès d'une justice trop bavarde. Pourquoi et comment reprocher un délit d'initié lors d'une négociation longue de 3 mois, suivie par 90 personnes, quand dans ce palais de justice, le secret de l'instruction dure au maximum 3 jours. La ville rose à son métro, les Toulousains découvriront demain leurs 15 nouvelles stations qui présentent au moins 2 avantages, l'amélioration de la circulation dans le centre-ville et le rapprochement entre les banlieues. Reportage de Sandrine Meurck et Dominique Tripier. Ces 3 gamins du plus grand quartier populaire à la périphérie toulousaine ont rarement quitté leur bloc d'immeubles. En avant-première, ils laissent leur banlieue pour partir à la conquête de la place du Capitole et du métro. Une double aventure. Ce que l'on cherche à faire en réalisant un métro, c'est de permettre le développement de la cité, c'est aussi de rapprocher les quartiers les uns des autres, de revaloriser certains secteurs de la ville qui peuvent connaître des difficultés sociales. Le cœur de Toulouse à 10 minutes au lieu d'1 heure, une ouverture à la banlieue qui inquiète ou ravit les commerçants du centre-ville. Pour les uns, métro égale délinquance et agression, pour les autres, c'est la promesse d'une toute nouvelle clientèle. Je connais, c'est là où il y a le cinéma. Notre clientèle est plutôt familiale et que ce soit des familles ou des étudiants, il y en a au Mirail et qui seront bienvenus dès l'arrivée du métro, encore plus qu'avant. Mais le métro n'est pas à sens unique. Les banlieusards attendent aussi ceux du centre-ville. Les gens du centre-ville aussi, grâce au métro, verront qu'en fait ils sont pas si méchants que ça. Que ici il y a... que c'est pluriculturel, que c'est beau, que c'est riche. Ça va être, j'espère, du moins un second centre-ville. Citoyens lambda en semaine, champions le dimanche, des médecins, des avocats, des chefs d'entreprise, des ouvriers, des salariés se sont donné rendez-vous à Montlhéry pour faire ensemble un tour en voiture, leur voiture, qu'ils bichonnent en semaine, qu'ils pilotent le dimanche. Patrice Pellet, Gilles Dobler. Georges Sevin aurait pu rester tranquillement dans son entreprise à fabriquer des panneaux publicitaires. Mais une vie de PDG, ça manque parfois de piquant. Alors, Georges et ses amis sont pilotes de course le reste de l'année. Ça marche. Ça va mon Georges. Qui va bien. Leur passion, c'est la voiture des années 70, la voiture de course. Des monstres de 150 chevaux entièrement refaits. Des voitures achetées pas chères, dans lesquelles ils ont beaucoup investi au fil du temps. Cette écurie compte 7 pilotes et depuis 48 heures, tous se préparent pour la course de demain. C'est une bagarre amicale, il y a toujours 2 mètres pour passer, il y a toujours... Mais c'est vraiment de la course, hein, c'est pas de la promenade de voiture ancienne. Le problème d'une course, et ça c'est quand même important, c'est bien sûr de prendre le départ, mais c'est aussi de terminer, et c'est de pouvoir mener une course homogène sans problème. Prix moyen des voitures, après préparation, entre 300 000 et 700 000 francs. À ce prix-là, courir pour le plaisir procure des angoisses et des cauchemars à l'appel. La DGIP, il tient pas bien. Ce matin, tout le monde s'est retrouvé à Montlhéry pour la séance d'essai. Mais Georges et ses copains ne seront pas seuls. Près de 300 voitures participeront à cette compétition. 300 pilotes, dont quelques femmes qui, pour le plaisir, à près de 200 km à l'heure, s'affronteront pour le spectacle, car il n'y a rien, sauf une petite coupe, à gagner. Mais qu'importe, demain ils conduiront le pied au plancher. L'objectif, c'est d'arriver le premier. La gloire, ça viendra plus tard. Le Grand Sud, l'été, a 2 visages aussi agréables l'un que l'autre, l'art et le soleil. Le temps des festivals a commencé. Michel Strudovici et Daniel Lefebvre nous proposent un parcours initiatique. Première étape, Montpellier, où ce sont les grands qui jouent, c'est-à-dire qui dansent devant les petits. La danse en fête à Montpellier. L'opéra accueille une compagnie à nul autre pareille, celle de Stéphanie Aubin. Sous les ors de la tradition, place à la danse contemporaine. Ici, ce n'est pas avec les mots que l'on exprime ses sentiments. La danse comme un jeu d'enfant dans la cour de l'école.
Et voici comment les corps expriment tout à la fois l'amour, la mer et ses vagues. Quand ils se portent, on dirait vraiment qu'ils s'envolent, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette histoire, à votre avis? Elle peut raconter la vie. Elle raconte la vie. Il y a des choses imaginaires, il y a des choses qui sont vraies, il y a tout. Ça fait comme s'il y avait des gens qui passaient dans les rues. La scène se transforme en place de village. Chacun vient y briller sous le regard des autres. Ça passe par l'émotion et chaque spectateur se construit sa propre histoire. Ça sert à quoi de danser? Alors, soit ça sert à maigrir, alors soit ça sert à ce que les messieurs vous regardent. Ça, c'est pour ce que tout le monde dit. Bien que tous les matins, je me dise pourquoi je fais ça, je me dis que je ne peux pas faire autrement. Donc, il y a une source de bonheur. Stéphanie Aubin sait nous faire partager son plaisir. Il y a un autre ballet un peu plus rapide quand même qui se joue en ce moment même à Wimbledon. Le Comte joue contre Kriegstein. Le premier set semble être très serré. L'Américain mène devant le Français par 5 jeux à 4. C'est ce que me dit François Brabant, qui a la chance de suivre ce match en circuit intérieur. Plus de chance que nous, que les téléspectateurs de France 2. Le vainqueur de ce match rencontrera Boris Becker lundi en 8e de finale. Nathalie Riouet pour Le Temps. Guy Marchand pour le premier policier du vendredi soir à 20h50, et évidemment Bernard Pivot pour la culture avec son invité ce soir Jean Dutour à 22h20. Catherine Sellac vous donnera sans doute, j'imagine, le résultat de ce match entre Lecomte et Kriegstein à 23h45. Et enfin le second film du vendredi soir sur France 2 avec Dustin Hoffman. Demain à 13h, Bruno Mazur vous présentera le premier journal du week-end, et ensuite Claude Sérillon vous présentera Géopolis, qui sera consacré à l'Algérie au jour le jour, une Algérie où les intellectuels se font assassiner par les intégristes. Bonne soirée sur France 2 avec le programme de France 2 très éclectique ce soir. Bonsoir.